merci d'être venus si nombreux à ces journées portes ouvertes, à cette première expérience de la simulation que vous avez vécue il y a quelques instants et qui, je crois, vous a plu. On va poursuivre notre présentation. Alors, dans cet amphi, par des éléments sur la formation initiale des magistrats. Donc, vous avez un PowerPoint qui va venir souligner un petit peu ce que l'on dit. Je suis Alice Hodson, je suis coordonnateur de formation ici à l'École nationale de la magistrature. Je suis magistrat. Et j'ai eu la chance au cours de ma carrière, puisque je suis magistrat en détachement, c'est-à-dire que pour l'heure, j'enseigne ici dans l'école les fonctions plus précisément de juge d'instruction, fonction que j'ai occupée et donc vous avez entendu parler dans le cadre de la simulation. Mais j'ai occupé tous les sièges au cours de ma carrière qui ont été occupés par nos collègues et notre public tout à l'heure, à savoir que j'ai d'abord été au parquet comme substitut du procureur en Île-de-France. Après, je suis allée à Paris, au tribunal correctionnel, juge d'instruction à Bordeaux et donc maintenant détachée à l'école pour la formation. Je suis en présence de Coralie Baglin-Simon qui est auditrice de justice. Oui, bonjour. Moi, je suis auditrice de justice de la promotion 2023. Donc, j'ai fait ma rentrée le 15 février 2023 à l'ENM. Et avant d'être élève magistrat, j'étais greffier. Donc, je suis issue du deuxième concours. Voilà, et donc Coralie a un éclairage aussi assez intéressant sur notamment la façon dont se passe la formation initiale. Elle l'a vécu, elle, dans une autre école, l'école nationale des greffes. Hein, donc elle peut aussi comparer un peu et répondre éventuellement à certaines de vos questions sur cette thématique. Donc on va vous proposer de dérouler certaines thématiques et bien évidemment de laisser un temps important aux questions que vous pourriez avoir, puisqu'on voit des visages jeunes. Alors j'imagine qu'il y a quelques velléités, en tout cas, de se renseigner sur la façon dont se passent les choses. On vous laissera du temps pour poser vos questions si vous le souhaitez, bien sûr. Et vous savez qu'au cours de la journée, d'autres thématiques seront abordées, notamment plus spécifiquement sur les concours. Hein. Peut-être que c'est pour vous aussi une question qui vous intéresse plus particulièrement. Alors, première question. Qui formons-nous ? Assez simple, vous avez entendu tout à l'heure le terme d'auditeur de justice, hein, qui sont les élèves magistrats. Futur magistrat, mais futur magistrat, c'est un terme qui est devenu très très large, puisque vous avez un certain nombre d'auditeurs qui arrivent d'une voie de concours, qui ont passé des concours, on peut développer un petit peu sur ce point, mais vous avez aussi une volonté très affichée et qui fonctionne très bien d'ouvrir l'École nationale de la magistrature à des personnes en reconversion professionnelle. De sorte que vous avez des gens qui ont travaillé ou dans le service public pendant un certain nombre d'années, ou même dans le secteur privé, qui se présentent, qui font des formations relativement accélérées et très exigeantes. Hein, c'est-à-dire que, comme vous allez le comprendre, on forme ici à l'école sur toutes les fonctions de juge, de procureur, hein, toutes les fonctions de la magistrature, tout simplement parce qu'au cours de la carrière, un magistrat peut absolument tout faire. Il n'y a pas de limitation. Il peut changer de fonction très très régulièrement, moyennant heureusement quand même un petit peu des petites actualisations et ce qu'on appelle des stages de changement de fonction qui viennent réactualiser vos connaissances. Mais l'idée quand même de l'école, c'est qu'à la sortie, nous puissions exercer absolument toutes les fonctions. Donc on a des publics en reconversion professionnelle. Alors Coralie, toi, tu peux illustrer relativement bien le concours dont tu es issue. Oui, alors moi j'ai passé le deuxième concours puisque j'étais greffier, donc je rentrais dans les critères du deuxième concours qui est d'être dans la fonction publique depuis plus de 4 ans. Les épreuves sont quasiment similaires à celles du premier concours, à quelques différences qu'au premier concours, il y a une dissertation ou un cas pratique. La dissertation est soit sur le pénal, soit sur le civil, et le cas pratique sur la matière qui n'a pas été passée en dissertation. Nous, sur le deuxième concours, c'est un cas pratique en civil et un cas pratique en pénal. Et la différence, c'est qu'on a le droit public à l'oral et pas à l'écrit. Mais les épreuves sont à peu près similaires. Et on est de nombreux greffiers dans le deuxième concours, mais on a également des collègues qui étaient conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation aussi avant. Donc c'est ouvert à tous les fonctionnaires du moment qu'on ait 4 ans d'expérience avant. Alors pour poursuivre un petit peu sur la question des concours qui peut vous intéresser peut-être, majoritairement la promotion est composée d'étudiants de premier concours hein, qui font leurs études de droit ou en sciences politiques en général et qui passent le concours de la magistrature et qui accèdent donc à une formation, et ça c'est un petit peu le principe on va dire, hein, qui est probatoire et qui est rémunérée et qui dure 31 mois. Ça veut dire que pendant l'école, vous avez, on va y revenir un peu plus précisément, mais des périodes où vous êtes en scolarité pure, en cours, on va revenir un peu sur les modalités, et vous allez alterner avec des stages, ça dure 31 mois au total, vous êtes payé, alors vous êtes
Vous êtes payé à hauteur d'un traitement d'élève, magistrat, mais enfin, vous êtes rémunéré. Et les conditions pour accéder à ce concours, c'est d'être âgé de moins de 31 ans et d'avoir un bac plus 4. Voilà, c'est ça les critères principaux. Coralie vous a parlé du deuxième concours qu'elle a passé et obtenu. Alors là, quand on lit les conditions, c'est la même chose. Être âgé au plus de 48 ans et 5 mois. Voilà. Bon, toi, c'était bon. Et avoir exercé au moins 4 ans dans la fonction publique. Tu avais combien? Alors moi j'avais 4 ans et demi au moment du passage du concours, puisque ça compte à partir du moment où on rentre dans la fonction publique. Donc moi ma période de scolarité à l'École nationale des greffes était comptée. Et donc, suivent donc premier concours, deuxième concours, troisième concours. Ces auditeurs suivent donc cette formation de 31 mois qui est rémunérée avec alternance scolarité stage. Mais après, sur les reconversions professionnelles, il y a comme je vous le disais en préambule, les scolarités peuvent être beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des formations qui peuvent être de 7 mois, 7 à 9 mois. Alors, en gros, on pourra revenir dans le détail si c'est une question qui vous intéresse, mais vous pouvez avoir une formation à l'école de l'ordre d'un mois, un petit peu plus d'un mois, sur lesquelles on voit toutes les fonctions qui peuvent être exercées à la sortie. Donc je vous laisse imaginer le rythme de travail personnel, intellectuel et d'entraînement que ça peut supposer. Et ensuite, ces personnes qui sont candidats, par exemple, à l'intégration directe, arrivent en stage juridictionnel et se dépatouillent en juridiction et apprennent le métier en pratique et donc sont validés ou pas à l'issue du stage probatoire. Donc ça, c'est pour des personnes qui seraient en reconversion professionnelle. Je vous indique que ce que l'on dit là figure sur le site internet de l'École nationale de la magistrature et vous pouvez retrouver dans les onglets concours, devenir magistrat, je crois que c'est l'onglet consacré, l'intégralité des voies par lesquelles vous pouvez accéder à l'École nationale de la magistrature. Alors les futurs magistrats doivent être formés à l'école à toutes les fonctions que vous voyez, puisque, comme je vous l'ai dit, on peut exercer toutes ces fonctions au cours de notre carrière. Donc juge, alors il n'est rien précisé après juge, parce qu'en fait ce sont les juges non spécialisés. C'est un terme qu'il faudrait qu'on revoie, parce que quand on est non spécialisé, on finit quand même par être spécialisé sur certaines petites choses, et notamment on songe par exemple à des juges comme le juge aux affaires familiales, le juge du tribunal correctionnel, vous voyez tous à quoi ça peut correspondre. Le juge des contentieux de la protection, c'est l'ancien juge du tribunal d'instance, donc sur les litiges civils d'une gravité modérée, on va dire. Le juge des tutelles, dont vous avez peut-être également eu connaissance plus d'ailleurs sous ce vocable-là. Le juge d'instruction. Alors le juge d'instruction, tiens, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un juge d'instruction? Parce qu'on en a parlé dans la simulation tout à l'heure, et moi ça m'intéresse puisque je l'étais. Juge d'instruction, est-ce que vous savez quand un juge d'instruction intervient? Ah, c'est un juge, oui. Tout à fait, tout à fait. Il dirige les investigations sur saisine du procureur de la République, on peut le dire comme ça. Alors le juge d'instruction, il intervient, c'est un magistrat enquêteur, donc c'est un petit peu comme le procureur de la République, mais seulement il est obligatoirement saisi en matière de crime et saisi sur les délits complexes qui nécessitent des investigations à plus long terme. Donc voilà, donc on peut aussi on est aussi formé aux fonctions de juge d'instruction, de juge de l'application des peines. Juge de l'application des peines, pour brosser un tableau très rapide, il intervient après condamnation et il va suivre le déroulement de la peine. Alors tout à l'heure, vous avez vu dans la simulation le sursis probatoire, typiquement à la sortie de détention de M. Chevalier. Ce sursis probatoire qui va se mettre en place, il est suivi par le juge de l'application des peines qui s'assure du bon respect des obligations, qui peut les moduler dans le temps, qui peut rallonger, raccourcir la durée du sursis en fonction des nécessités et de ce qu'il perçoit de la situation de M. Chevalier. Donc ça, c'est le juge de l'application des peines, fonction très technique. Juge des enfants. Alors le juge des enfants, ça aussi, c'est une fonction très complète, puisqu'il y a l'aspect à la fois protection de l'enfance, en danger, et puis l'aspect mineur délinquant. Donc il y a cette double casquette, et les auditeurs sont formés sur ces deux aspects de cette très belle fonction et très exigeante fonction. Le juge placé, alors le juge placé, c'est comme, vous voyez, vous avez juge placé, vous avez substitut placé. Le juge placé comme le substitut placé sont placés auprès des procureurs généraux ou premiers présidents des cours d'appel, et ce sont les magistrats qui se destinent au remplacement des besoins dans les différentes cours d'appel.
Donc, quand vous êtes substitut placé, c'est à peu près, vous êtes substitué, vous allez aller dans toutes les juridictions d'un ressort lorsqu'il y a un congé maternité, un congé maladie ou un surcroît d'activité temporaire qui nécessite l'arrivée d'un magistrat. Et juge placé, eh bien, vous pouvez exercer absolument toutes les fonctions de la liste dans différentes juridictions et changer d'une semaine à l'autre quasiment. Donc là aussi, ce sont des fonctions très exigeantes, mais que j'ai jamais exercées, mais je pense qu'on apprend assez vite quand même dans ce genre de situation. Et après cette longue liste de juges, vous avez les procureurs, donc les substituts du procureur et les substituts placés. Là encore, c'est le plus gros contingent d'auditeurs en sortie. C'est le plus grand nombre de postes qui sont offerts en sortie d'école, les postes de substitut du procureur dans les parquets de France. Alors le substitut, il dirige l'enquête, il met en œuvre l'action publique. C'est le substitut qui va à absolument toutes les audiences, qui, à tous les stades, d'ailleurs, des autres fonctions pénales peut intervenir. Donc c'est une fonction extrêmement complète, extrêmement passionnante, que sont amenés à, je crois que ça doit être c'est 30% de la promotion qui arrive substituée en sortie d'école. Donc voilà toutes les fonctions sur lesquelles on est formé. Alors sur comment l'école nous forme, donc on est sur une alternance études et stages. Donc on a une grosse partie de scolarité à l'école, donc là on est actuellement dedans, qui a commencé au mois de juin et qui va finir début mars. Et on alterne avec des périodes de stage, que ce soit en juridiction, donc qui est le plus gros stage sur lequel on exercera toutes les fonctions, mais également des stages avec les partenaires. Donc on a effectué un stage en cabinet d'avocat, on aura des stages en police, gendarmerie, avec les commissaires de justice, avec la protection judiciaire de la jeunesse, et on fait également un stage en milieu pénitentiaire, où on portera l'uniforme de surveillant pénitentiaire et on sera dans l'établissement en doublon avec un surveillant pour voir comment ça se passe en détention. Ensuite, on est sur une pédagogie active, donc ça c'est vraiment le gros atout de l'école. C'est qu'on n'est pas sur des cours théoriques, on est vraiment sur des cours d'application. Donc on est en direction d'études, donc on est en groupe de 20 auditeurs de justice. Groupe qui ne change pas tout au long de la scolarité, on garde le même groupe qui est constitué à l'image de la promotion. Donc dans chaque direction d'études, on a une image de la promotion, donc on a autant de premier, deuxième et troisième concours en pourcentage que sur la promo entière. Ça permet d'avoir vraiment un groupe très enrichissant. Et on est vraiment sur, donc pas de cours théoriques, c'est très actif. Le but, c'est vraiment d'apprendre nos fonctions. Donc le but, c'est de participer le plus possible. C'est pas le but de nous apprendre comment on applique tel article, mais c'est vraiment de voir dans la pratique comment on fait, comment on préside une audience, comment on prend des réquisitions au parquet, comment en tant que juge d'application des peines, on va mener un entretien avec une personne condamnée. Et donc on est sur une formation qui nous professionnalisante, où le but c'est d'arriver en stage et de pouvoir prendre des audiences, prendre des dossiers, rédiger des jugements. Donc on apprend là-dessus avec des magistrats, parce que tous nos formateurs sont magistrats, donc soit comme Alice détachés à l'école, soit des magistrats qui sont en fonction et qui viennent 2-3 jours par mois nous donner les enseignements sur Bordeaux. Donc c'est que des magistrats qui nous donnent la formation et on est suivi par l'école à partir du moment où on rentre jusqu'à la fin par un livret pédagogique sur lequel on a des appréciations et un suivi tout au long de la scolarité. Je reviens sur ce qu'a dit Coralie, sur le fait que on est une trentaine de formateurs à demeure dans l'école. Je veux dire sur les fonctions, hein. C'est évidemment en termes de personnel bien plus important, mais sur vraiment les fonctions, on est une trentaine. Et il est extrêmement précieux d'avoir tous ces collègues qui viennent de partout en France pour venir sur chaque fonction. Donc vous allez avoir des directions d'études, il y en a 20. Chaque formateur a 2 directions d'études qu'il suit plus particulièrement. Vous voyez, ça fait 10 formateurs à chaque fois sur chaque fonction. Et les collègues viennent de partout en France, ce qui nous permet déjà d'avoir une photographie assez intéressante quand on est coordonnateur de formation de ce qui se fait ailleurs, comment les collègues pratiquent. Évidemment, quand vous êtes à l'école, il y a certaines choses, il y a certaines évolutions législatives, vous savez que ça va très vite, qui sont mises en œuvre dans les juridictions qu'on n'a pas vues. Je vois, il y a encore une
des lois là, de novembre 2023. Bon, bah, moi, je ne l'aurais pas vu appliquer dès le départ. Je suis très contente de pouvoir avoir une première vue avec mes collègues qui sont en juridiction de la façon dont ça se passe concrètement. Et donc, on a quand même quelque chose de très actualisé, de très vivant, et on peut réellement se poser des questions collectivement sur ce qu'on enseigne aux auditeurs qui se trouvent avec nous et qui vont arriver, eux, par contre, en septembre, septembre de l'année suivante, vraiment en fonction. Ça, c'est le déroulement type d'une année, ainsi qu'a pu vous le dire Coralie. Voilà, donc c'est vraiment une alternance école-stage. Donc on rentre à l'école en février. On commence par 2 semaines à l'école de présentation de l'école, des services et une première approche. Et ensuite, on a 2 semaines de stage immersion, juridiction et greffe. Donc on va dans un tribunal, on passe une semaine avec les magistrats et une semaine avec les greffiers pour découvrir un tribunal. Et ensuite, on a 3 mois de stage en cabinet d'avocat pour découvrir vraiment le métier d'avocat. Donc on assiste aux audiences avec l'avocat, on prépare les dossiers, on assiste aux rendez-vous clients. Et ensuite, on revient à l'école donc pour la formation, pour la scolarité pure, donc de juin jusqu'à février, début mars. Donc là, on est sur la fin quasiment. Et ensuite, on part en stage juridictionnel où là, vraiment, on s'entraîne sur toutes les fonctions, bien entendu assisté par un magistrat à chaque fois, mais on prépare les dossiers, on préside les audiences, on rédige les jugements. On fait tout comme si on y était, mais sous couvert d'un autre magistrat. Et ensuite, comme on est évalué à l'issue de la scolarité et pendant les stages juridictionnels, on a ensuite un classement et une liste de postes proposés. Donc on choisit nos postes avant de revenir à l'école pour une préparation aux premières fonctions, donc ce qui est marqué en PPF, où là on aura des enseignements sur la fonction qu'on aura choisie en sortie d'école. Suivi d'un stage de préparation aux premières fonctions, donc dans la fonction qu'on exercera avant de prendre notre poste. Donc nous qui sommes rentrés le 15 février 2023, nous prendrons notre poste le 1er septembre 2025. C'est pas très lisible tout ça, mais voilà, on va vous montrer cette slide-là, simplement pour vous expliquer que l'école fonctionne pour amener les auditeurs vers le but ultime, celui de devenir magistrat, sur l'approche par compétences, qui est en fait une déclinaison des compétences qui ont été mises en lumière et que chaque magistrat devrait avoir. Voilà. Donc vous avez, je vais vous en citer juste certaines pour ceux qui sont un petit peu loin, mais en gros, vous avez à la fois des compétences très techniques, de savoir-faire. Voilà, ça c'est évidemment indéniable. Mais il y a aussi, pour être un bon magistrat, certainement beaucoup de savoir-être. Voilà. Et on est aussi là pour l'apprendre. Alors, vous voyez là, par exemple, vous avez 4 items. Je me positionne, j'échange, je prends une décision, je m'organise. Évidemment, le magistrat doit être très organisé. Donc, dans cette colonne-là, par exemple, vous allez avoir en bas, gestion du temps. Ça, c'est quelque chose qui nous obsède un petit peu quand même. Identifier, gérer les priorités, faire face à l'urgence, déléguer à bon escient, mobiliser une grande force de travail. Donc, donc ça, c'est par exemple, c'est un exemple professionnel, mais vous allez avoir, si vous regardez un petit peu dans le savoir-être, vous avez un petit onglet, je me positionne, maîtrise de soi. Repérer et gérer ses émotions et celles des autres. C'est pas si simple. Gérer son stress et celui des autres. Pas si simple non plus, l'exercice qu'ont fait les collègues tout à l'heure qui n'ont pas encore eu les enseignements sur les simulations de l'audience correctionnelle. Hein, ils se sont débrouillés avec leurs connaissances et ce qu'ils savent du travail quand même. Mais voilà, ça a certainement occasionné un petit peu de stress. Donc voilà, ce sont autant de compétences que chaque magistrat devrait acquérir. Alors pas 2 jours après la rentrée, évidemment, hein, à l'issue de sa formation, à l'issue du stage juridictionnel, forcément c'est progressif. Et chaque donc, auditeur devrait pouvoir atteindre ces objectifs-là. On ne les travaille pas de la même façon selon les fonctions, évidemment. Hein. Forcément, il y a des choses qui ont plus d'acuité à un moment sur telle fonction que sur une autre, mais c'est adapté au gré de chaque enseignement et on prévient les auditeurs lorsqu'on aborde certaines thématiques que ce qu'on va regarder, c'est ça. C'est le positionnement, c'est le savoir-être, et puis les compétences techniques, ça, on les regarde tout le temps, évidemment. Mais voilà, il y a parfois des petites nuances en fonction des différentes fonctions qui sont
qui sont abordés. Et sur ces compétences, c'est aussi là-dessus qu'on est, entre guillemets, évalué quand on fait les simulations, puisqu'on effectue des simulations dans toutes les fonctions. Que ce soit à l'instruction, au juge des enfants ou au correctionnel, on effectue des simulations avec nos groupes de direction d'études. Donc on joue tous les rôles de tout le monde. Donc on va pouvoir jouer le rôle du prévenu comme du père et de la mère dans un dossier d'affaires familiales, comme le magistrat, comme le procureur. On passe vraiment dans toutes les fonctions. Et donc, dans ces cas-là, on est observé par notre formateur et par un psychologue. Et les simulations sont filmées. Donc, ça nous permet effectivement de mobiliser toutes ces compétences et de voir un peu nos capacités qui sont à développer, ou qui sont acquises, ou qui sont en cours d'acquisition. Donc, ça nous permet d'avoir un bon retour sur nos acquis. Alors, voilà, vous avez le déroulé des 8 pôles autour desquels les enseignements sont organisés à l'école de la magistrature. Alors, très classiquement, vous voyez pôle processus et de décision et de formalisation de la justice civile. C'est toute la matière civile, du jugement civil qui est quand même une grosse partie de votre travail dans ce pôle, hein, la rédaction des jugements civils. Comment on rédige un jugement civil, comment on comprend un dossier, comment on l'analyse et comment on tranche un litige. Hein. Donc, vous allez avoir ces enseignements-là comme ceux des fonctions de juge aux affaires familiales, de JCP, juge des contentieux de la protection. Donc voilà pour le premier pôle. Vous avez exactement le même pendant en matière pénale, de justice pénale. Alors les fonctions pénales, c'est celle de substitut, celle de juge d'instruction, celle de juge au tribunal correctionnel et celle de juge d'application des peines. Donc vous allez avoir ces différentes fonctions qui sont enseignées. Hein, qu'est-ce qu'on fait dans chaque fonction, comment on rédige, quand on a besoin de rédiger, etc. Vous avez ensuite des pôles où ça va peut-être moins vous parler comme ça, mais le pôle humanité judiciaire. Donc ça, c'est un pôle dans lequel sont abordées les questions d'humanité judiciaire, alors de déontologie, beaucoup du magistrat. Qu'est-ce que vous faites aussi en humanité judiciaire? Déontologie. On a beaucoup de conférences avec des intervenants extérieurs qui viennent sur des domaines autres que le droit, mais qui peuvent nous intéresser également, et donc qui viennent nous donner des conférences sur des thèmes, alors pas forcément dans le pôle humanité judiciaire, mais sur tous les pôles, on a pu avoir des conférences sur le psychotraumatisme, sur l'entretien avec l'enfant, l'entretien avec les personnes vulnérables, voilà, sur la médecine légale. Donc c'est toutes ces conférences qui viennent agrémenter nos directions d'études pour nous permettre d'avoir une vision vraiment d'ensemble sur tout ce qu'on peut faire et qu'on aura forcément besoin, notamment au parquet, la médecine légale, c'est assez intéressant. Et donc ça nous permet d'avoir des apports pour avoir un bagage ensuite. Et dans ces pôles un petit peu d'ouverture, on pourrait les qualifier de cette façon-là, vous avez un format de conférence, mais aussi d'atelier. C'est-à-dire que les auditeurs peuvent aussi être réunis en plus petits groupes avec des intervenants, là encore, qui viennent d'un peu partout en France. Alors, l'humanité judiciaire, par exemple, pour ce qui concerne la déontologie, souvent, il y a un CDF et puis un chef de juridiction qui prend sur son temps pour venir expliquer aux auditeurs comment on se comporte, ça c'est une première chose, mais surtout comment sont traitées les différentes difficultés qui peuvent se poser en termes déontologiques. Alors il y a la déontologie liée au magistrat lui-même, mais aussi des situations qui peuvent se poser plus professionnelles de connaissance, par exemple, d'une partie, comment on gère ce genre de questions. Tout ça est vu dans ce pôle notamment. Vous avez un pôle dimension internationale de la justice. Alors là, sont étudiées en conférence, en atelier, les différentes instances européennes, par exemple, hein, qui ont une place de plus en plus importante aussi dans le travail du juge français, national. Et il y a aussi une dimension vacances dans le pôle où vous avez la chance de partir en stage pour certains à l'étranger. Il y a plusieurs côtés dans l'international. On a les semaines IACOS qui sont organisées, qui sont des semaines où on accueille des élèves magistrats des pays européens. Et on a des auditeurs de justice de la promotion qui partent également dans les pays européens pour voir comment ça se passe. Donc on a des collègues qui sont partis en Pologne, en Allemagne, en Slovaquie. Et on a donc pendant les élèves magistrats des autres pays qui viennent. Et donc c'est une semaine d'échange où on a des conférences en anglais.
et des ateliers. Comment on devient procureur ou magistrat. Donc là, on peut exposer à nos collègues comment nous, ça se passe en France. Eux nous disent comment ça se passe chez eux, si c'est un concours, comment ça se passe la formation. Voilà, on a appris qu'il y a dans certains États où ils sont pas rémunérés pour leur formation, des États où ils sont même pas sûrs d'avoir un poste à la sortie de leur formation, puisque ça dépend des départs en retraite. Il y a certains pays, c'est assez spécifique. Donc c'est des semaines qui sont très enrichissantes parce que du coup on rencontre des collègues d'autres pays, ça permet d'échanger sur les pratiques. Et ensuite dans le cadre de nos stages, on a une partie stage extérieur qu'on peut effectuer dans le domaine médical, dans le domaine social, dans vraiment beaucoup de domaines. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir un stage international de 3 semaines à l'étranger, souvent dans des juridictions étrangères. Le pôle communication judiciaire, il est principalement là pour développer la capacité de communication du magistrat. Alors, il s'occupe beaucoup, ce pôle, des simulations. Comme vous l'a indiqué Coralie, l'enseignement repose aussi sur les simulations, c'est-à-dire que chaque auditeur va occuper le rôle de juge d'application des peines, de juge d'instruction, sur la base de dossiers qu'on exploite, hein, des dossiers qu'on ramène avec nous lorsqu'on arrive, qui ont pu être jugés et qui sont de bons exemples pour encadrer les auditeurs et leur faire toucher du doigt la façon dont les choses se passent. Vous avez le pôle environnement judiciaire. Alors, environnement judiciaire, c'est beaucoup plus large. On va traiter, je vous donne simplement des exemples, mais par exemple, c'est la vie des entreprises, l'environnement. Voilà, il y a des questions sur l'habitat insalubre. Voilà, il y a des thématiques comme ça qui sont traitées chaque année et choisies pour une ouverture des magistrats sur le monde quand même dans lequel ils se trouvent. Et donc, ce sont des conférences d'ouverture assez appréciées, je crois. Pour l'administration de la justice, alors là, c'est tout ce qui va concerner l'organisation de la justice, les partenaires immédiats du magistrat dans son travail. Euh, et est-ce que j'ai pôle économique, social, environnemental, vie des entreprises? D'ailleurs, c'était plus là. L'environnement judiciaire, c'est plus la médecine légale, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. Hein. La médecine légale, les victimes, les addictions, on a eu beaucoup de formations là-dessus. Alors, le tronc commun de la haute fonction publique, donc ça c'est depuis la promotion de 2022. Donc c'est commun à plusieurs écoles et c'est des modules en e-learning. Donc on a accès à une plateforme sur laquelle on doit suivre des modules qui sont communs à la fonction publique en général sur les valeurs de la République, la transition écologique. Donc c'est des temps qui ont été banalisés dans notre emploi du temps pour suivre ces modules qui sont constitués de vidéos et de documents. Donc des vidéos qui sont faites par des chercheurs, par des universitaires, par des professionnels, des documents à lire et ensuite avec un petit système de quiz pour tester un petit peu nos connaissances. Donc ça nous permet de nous ouvrir un peu sur d'autres choses, sur des domaines qui peuvent être parfois assez techniques. C'est vrai que la transition numérique, c'était pas forcément très très simple. Il y a des fois des vidéos très techniques, mais ça nous permet aussi de nous ouvrir sur l'extérieur et ça reste intéressant. On a un petit peu parlé de ça, hein, les conférences, donc ici, hein, les auditeurs avec retransmission en salle 10, parce que les auditeurs se multiplient. Ça, c'est pour le plus grand bonheur des magistrats en juridiction. Vous savez peut-être que l'école a ouvert les recrutements, que donc elle va s'étendre aussi géographiquement. On va avoir un autre site hein, du côté de Ravzy pour permettre l'accueil de l'ensemble des auditeurs. Alors, il y aura toujours cette école ici, mais effectivement, ce sera plus large. Donc on a ces conférences en format plénier avec une diversité d'intervenants et une qualité d'intervenants qui est très très importante. Les directions d'études, c'est ce que vous a exposé Coralie, les groupes d'une vingtaine d'auditeurs. Et on tient à ce que ça reste une vingtaine d'auditeurs parce qu'à 20, forcément, on peut aller beaucoup plus dans le fond des choses, on peut beaucoup plus se poser de questions. Tout simplement, on a plus le temps. Les ateliers, donc là, les ateliers souvent qui regroupent un CDF, alors les auditeurs en format d'une vingtaine, un formateur, et puis quelqu'un de l'extérieur, là, qui vient venir en soutien sur une question bien, bien précise. Et les simulations d'audience, on vous en a parlé, c'est des temps importants de la formation que les auditeurs adorent, qui les stressent, mais vous adorez quand même. Hein. Les simulations d'audience, je trouve que c'est vraiment le point... vraiment non négligeable de la scolarité. Ça nous permet de mettre en application tout ce qu'on a vu pendant les directions d'études, de se tester
et de voir ce qui va pas, comment on se positionne et de rendre un peu les choses plus concrètes et d'arriver plus sereinement en stage qui est quand même un moment très important. Ça, on vous en a un petit peu parlé, la pédagogie active avec l'auditeur au centre des apprentissages. Et puis, c'est pas du descendant. C'est pas un formateur qui, à longueur de journée, donne des connaissances. Hein. Vraiment, l'auditeur participe à sa formation. Et le but des directions d'études, c'est de les avoir préparés en amont. Donc, on a des consignes avant les directions d'études dans chaque fonction, avec des documents à lire, des cas pratiques à préparer, des recherches à faire, ce qui nous permet que quand on arrive à la direction d'études, on sait déjà de quoi on va parler et ça nous permet d'approfondir pendant la direction d'études, de poser des questions plus précises, de revoir les bases et d'approfondir. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir progresser tous ensemble. Et c'est là où la composition des groupes est très bien faite, puisque comme ça mixe les origines de concours de tout le monde, ça permet que ceux qui ont une expérience professionnelle avant puissent, sur certains domaines, dire moi je faisais comme ça, et les étudiants de dire à la fac j'ai vu plus comme ça. Ça permet vraiment d'échanger sur les pratiques de chacun et de progresser. La richesse des simulations d'audience aussi, c'est que certes, vous avez l'auditeur qui pratique, qui prend le rôle à l'instant T, mais vous en avez 19 autres qui regardent la façon dont ça se passe pour lui, les retours qui lui sont faits, etc. Donc c'est autant d'occasions d'enrichir sa petite expérience et puis de voir des cas de figure différents. Ça, c'est ce qu'on en a parlé un petit peu. Donc, on a des devoirs à rendre dans les directions d'études. Donc, il s'agit vraiment de devoirs pratiques. Donc, en civil, c'est des jugements civils qu'on rend. Au parquet, c'est des réquisitoires définitifs. Dans toutes les matières, on a des devoirs à rendre qui sont annotés par nos chargés de formation. Il n'y a pas de notes. C'est uniquement des appréciations sur ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, ce qui est à améliorer. Et ensuite, on est évalué qu'à l'issue de la scolarité par des épreuves communes. Donc on a un jugement civil et on a une épreuve en pénal sur un dossier avec des questions sur toutes les fonctions, sur le parquet, instruction, siège pénal, juge des enfants et application des peines. Et donc, ensuite, on a également, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le livret pédagogique qui est rempli par les formateurs à la fin de la scolarité sur comment ça s'est passé en direction d'études. Et l'école nous propose également du tutorat qu'on a eu plutôt vers le début de la scolarité de juin à octobre. Donc, c'était des tutorats en civil et en pénal qui étaient organisés par des universitaires qui venaient. C'était facultatif, on pouvait y aller, il y avait des thèmes à chaque fois. Donc, ça permettait de revoir les bases sur certains points un peu particuliers. Donc, ça, c'était proposé par l'école en plus. On l'a quand même vu. Est-ce que ce qu'on vous a présenté suscite des questions? Est-ce que vous avez des interrogations, même plus générales, des choses que vous souhaiteriez voir éclaircies? Oui? Alors, je me remémorais avec un collègue tout à l'heure que c'était arrivé en seconde. Et alors, je n'ai personne dans ma famille qui soit dans les métiers du droit. Par contre, je crois que c'est ma mère qui est prof d'anglais, pour tout vous dire, et qui, par ailleurs, était inscrite sur les listes de la cour d'appel en tant qu'interprète en langue anglaise. Elle m'emmenait de temps en temps au tribunal et j'étais extrêmement impressionnée par tout ce que je voyais. Donc, d'abord, c'était un peu de la peur, donc ça m'attirait pas trop. Et puis, je crois qu'en seconde, quand même, je me suis dit, un petit stage ne serait pas de trop. Et j'ai fait un stage en seconde ou première. Et donc, à la fin de la terminale, je me suis dit que ce serait du droit. Et après, je suis venue faire mes études à Bordeaux. Et j'ai décidé que ce serait magistrat. Voilà. Mais ça ne m'a pas quittée à partir du moment où j'ai décidé de faire du droit. Et moi, j'ai fait mon stage de troisième dans un tribunal, puisque j'avais la maman d'une copine qui était greffière dans le tribunal.
J'ai rencontré des juges des enfants et des juges des affaires familiales et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet et je suis rentrée en fac de droit vraiment dans l'idée de la magistrature. Et j'ai passé le concours de greffier en master pour voir ce que c'était un concours et voir comment ça se passait, les épreuves d'un concours. Et ayant obtenu les écrits de greffier, j'ai travaillé pour les oraux et j'ai obtenu le concours de greffier. Donc je me suis dit que ça pouvait me faire une expérience professionnelle avant, que je ne regrette pas du tout, puisque j'ai eu la chance d'être greffier à l'instruction. Donc travailler en cabinet, donc je travaillais au quotidien avec le même magistrat. Tout en travaillant avec d'autres magistrats de la juridiction, mais ça m'a permis vraiment de voir au quotidien ce que c'était le métier et ça m'a vraiment conforté dans le fait que c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai passé le concours après. Oui, on vous a vu. Mm. Des petits papiers pour répondre à votre question. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous Alors, la plaît? question était concernant le concours numéro 3. Donc, quand on a plutôt une carrière privée, de ce que je comprends. Alors, est-ce que j'ai vraiment... C'est dans le début, peut-être. Les conditions. Alors, Le troisième concours, 8 ans dans le secteur privé. c'est 8 Ça ans vous dans a le dit, secteur privé. Ouais. Mais dans les conditions prévues sur le site de l'École nationale de la magistrature, il n'y a pas de conditions de diplôme. Reposez la question à l'occasion des stands. Vous aurez je pense même des représentants du service de la validation des compétences qui pourront, donc qui s'occupent de l'organisation des concours et qui pourront vous dire très précisément si. Après, en secteur privé, à ma connaissance, il n'y a pas de limitation sur les fonctions privées, si ce n'est que c'est quand même plus facile d'avoir des connaissances juridiques. Mais bon, ça peut être large. Alors, il y avait des questions tout à l'heure, mais oui, bonjour. Alors, les stages, globalement, il n'y a que peu de stages que vous devez ou que vous pouvez chercher et organiser vous-même. C'est notamment les stages avec les partenaires extérieurs. Tout ce qui est stage juridictionnel, stage pénitentiaire, stage avocat, ce sont des stages, enfin dans une moindre mesure, mais ce sont des stages qui sont proposés par l'école. Donc en fait, ce sont les juridictions qui disent quel est le stock d'auditeurs qu'elles peuvent accueillir, en gros. Et ensuite, tout ça se fait en bonne intelligence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas d'attache, vous allez vous promener pendant 31 mois, clairement. Voilà. Si vous avez, en général, ça se passe comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est sur la base, les auditeurs s'organisent, hein, je parle sous ton contrôle, Coralie, mais en gros, si vous n'avez pas d'attache, vous allez, voilà, moi ça a été mon cas, hein, j'avais pas d'enfant quand j'étais à l'école et je me suis vraiment promenée pendant 31 mois, j'ai dû aller à droite à gauche. Quand il y a des situations familiales, il en est tenu compte quand même. Alors en fait, il y a quelques stages qui sont gérés par l'école et le stage juridictionnel, donc les places sont proposées par l'école, mais la répartition se fait avec nos délégués de promotion. Donc on vote des critères de priorité, donc qui sont principalement les chargés de famille et les situations de handicap notamment. Donc ces personnes-là choisissent d'abord sur la liste les endroits qui sont proches de chez eux et ensuite on a un algorithme. Donc on fait des vœux et les délégués rentrent nos vœux dans l'algorithme qui ensuite nous répartit. Et ensuite s'ouvre une petite période de changement amiable, voilà, si on veut s'arranger avec un autre auditeur pour inverser. Après, ça dépend où on va, il y a des endroits qui sont moins convoités que d'autres, donc c'est plus ou moins facile d'échanger. Après, voilà, quand on rentre à l'école, on sait que potentiellement on va voyager pendant 31 mois. On apprend beaucoup la géographie en faisant nos vœux de stage.
On découvre des villes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait même pas situer sur une carte. Et c'est encore pire au moment du choix des postes, hein. Là, pour le coup, il n'y a plus de discussion. Là, le classement s'applique. Et donc, vous regardez où c'est Dole, où c'est... voilà, vous cherchez un petit peu sur la carte de France où sont les différentes juridictions. Mais c'est aussi l'obligation de mobilité, quand même. C'est aussi quelque chose qu'on accepte quand on rentre dans la magistrature. C'est une vraie réalité. Donc le service communication nous a dit qu'on n'avait plus le droit de répondre aux questions parce que le temps est écoulé, mais on reste disponible pour répondre à vos questions. On reste là. Il y a déjà on reste un petit peu là, et ensuite il y a les stands dans le hall, vous avez des stands élèves magistrats, de l'équipe pédagogique et d'autres stands pour répondre à vos questions.